L'omnicanalité, c'est pas un objectif en soi, c'est plutôt un moyen en fait de satisfaire les clients. Et quand on le prend sous cet angle-là, on voit qu'il faut répondre aujourd'hui à une multitude de parcours clients différents. Bienvenue sur les voies du e-commerce, le podcast pour accélérer sa stratégie e-commerce et retail. Je suis Claire Dolez, coordinatrice éditoriale de Paris Retail Week, le salon qui réunit la communauté du e-commerce et du commerce connecté qui se déroulera du 19 au 21 septembre 2023 à Porte de Versailles. Le temps de ces podcasts, je recevrai les mentors incarnant les problématiques business du salon, RSE, data, supply chain, parcours client agile, marketing, nouveaux paiements, marketplace et commerce omnicanal. J'échangerai avec eux pour disséquer les stratégies de leur marque et vous donner de précieux conseils pour répondre aux défis du e-commerce et du retail connecté. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Emma Repos, directrice générale IKEA France, en charge de la stratégie et du développement. Emma nous parlera du positionnement français de l'entreprise suédoise spécialisée dans l'ameublement et la décoration, mais aussi de sa stratégie omnicanal, thématique qu'elle incarne en tant que mentor pour l'édition 2023 du salon. Elle évoquera également les enjeux RSE et les projets de développement de la marque. Enfin, elle nous dira où elle puise ses sources d'inspiration. Bonjour Emma, ravie de vous retrouver pour la nouvelle saison des Voix du e-commerce. Bonjour Claire. Alors Emma, j'aimerais que vous m'en disiez plus sur IKEA France, dont vous êtes la directrice générale, mais aussi en charge de la stratégie et du développement. J'aimerais savoir quel est le modèle de la marque qui compte aujourd'hui 36 points de vente. Oui, alors effectivement, IKEA est une enseigne qui fête ses 80 ans, donc 40 ans de présence sur les territoires français. C'est un concept qui a été construit autour de magasins de grande taille, plutôt en périphérie des villes, avec une vision très forte et qui n'a jamais évolué depuis le début. Et donc la vision d'IKEA, c'est d'améliorer le quotidien du plus grand nombre. Et si on retourne un petit peu en arrière, dans les années 80, quand IKEA est arrivé en France, c'est un modèle assez disruptif à l'époque, puisqu'on est arrivé avec ces très grands magasins où on retrouvait toutes les pièces de la maison reconstituées, un parcours client assez conséquent et qui se terminait par un dépôt avec le stock sur place directement. Sans oublier le restaurant pour parfaire l'expérience client. Ce modèle a bousculé les habitudes et donc tout le succès d'IKEA a été construit sur ces magasins qui accueillaient donc ces visiteurs. Ce modèle-là a été bousculé il y a quelques années avec l'arrivée des ventes en ligne. Donc, c'était le début d'une transformation pour nous et peu à peu, notre modèle est devenu, comme on dit aujourd'hui, omnicanal, où finalement, c'est le client qui choisit sa façon d'interagir avec l'enseigne. On a connu, comme toutes les enseignes, une accélération sans précédent pendant la période du Covid, où on a dû s'adapter finalement à la demande du client. Et finalement, quand on regarde le retail et le modèle IKEA aujourd'hui, le retail, c'est beaucoup de bon sens et c'est surtout une écoute très attentive à la demande des consommateurs. Donc aujourd'hui, vous l'avez dit, en France, IKEA, c'est 36 magasins. On a aussi 5 grands dépôts logistiques. Et puis, on a un site de vente en ligne et une application. Donc, ce sont 12 000 salariés pour IKEA France. Et l'an dernier, on a terminé avec un chiffre d'affaires de 3,2 milliards d'euros. Notre ambition, pour synthétiser, est assez simple. On a un double enjeu. On veut continuer de développer nos activités, à la fois en réduisant notre impact sur l'environnement. Donc, voilà le challenge auquel on fait face aujourd'hui. Un grand challenge. Alors, vous me parliez, Emma, à l'instant de l'omnicanal, thématique dont vous êtes d'ailleurs mentor pour l'édition 2023 du Salon Paris Retail Week. C'est donc, si je comprends bien, un thème fort pour IKEA. Vous me parliez d'accélération et de développement. Est-ce que vous pouvez me dire comment, finalement, c'est matérialisé cette stratégie qui est plus axée, on va dire, sur le web? Oui, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'omnicanalité. Et finalement, ce que je voudrais dire pour démarrer, c'est que l'omnicanalité, c'est pas un objectif en soi, c'est plutôt un moyen en fait. C'est un moyen de satisfaire les clients. Et quand on le prend sous cet angle-là, on voit qu'il faut répondre aujourd'hui à une multitude de parcours clients différents. On a des clients qui sont 100% online. On a des clients, et c'est encore la majorité d'ailleurs, qui sont 100% magasins physiques. Et puis on a de plus en plus de clients qui naviguent
d'un canal à l'autre, avec évidemment le choix de services associés. Notre modèle de vente en ligne a été propulsé pendant le Covid. On a multiplié par 4 notre part de vente en ligne en l'espace de 3 ans. Voilà. On est aujourd'hui à peu près à une part de plus de 21% de toutes nos ventes qui passent sur les ventes en ligne. Et on voit que ces ventes-là se sont développées sans réel cannibalisme, comme on dit, sur les ventes en magasin. Donc ça veut dire que finalement, cette transformation, elle nous a permis de générer de la croissance. Ceci dit, on croit encore énormément au commerce physique. On a vu d'ailleurs après les phases de confinement que les clients revenaient en masse, en fait, en magasin. Ils avaient envie de voir le produit, de faire face à un collaborateur. On continue d'investir dans nos magasins physiques et c'est vraiment important. Et par exemple, on développe des formats plus petits, plus urbains. On essaye de se rapprocher en fait des villes. On a ouvert dans Paris des magasins de centre-ville. On a aussi ouvert en province des tout petits formats d'une centaine de mètres carrés pour faire de l'aide à la conception ou de l'aide à la commande, tout simplement. Donc ça, c'est important. Et finalement, il faut surtout pas opposer ces canaux. Ils sont vraiment très complémentaires. Et finalement, pour le client, il a une seule marque en face de lui. Donc, à nous d'être extrêmement complémentaires sur ces différents canaux. Peut-être aussi, ce qu'on peut souligner, c'est que on essaye, dans certains cas, de gommer en fait ces frontières entre le physique et le digital. Et je vais vous donner 2 exemples. Dans les magasins physiques, par exemple, on développe des solutions digitales, par exemple une expérience immersive dans nos petits formats qui nous permet d'avoir donc dans un magasin physique où le client est sur place, une pièce de 9 mètres carrés où on peut reproduire, grâce à une technologie assez simple, une immersion dans toutes les ambiances, dans toutes les reconstitutions qu'on peut avoir dans un grand showroom de 5000 mètres carrés, par exemple. Donc, c'est intégrer du digital dans le parcours physique. Et à l'inverse, dans un parcours à distance, un client qui serait connecté à distance, on va intégrer une relation humaine avec un collaborateur pour une expérience de vente ou de conception de cuisine à distance. Et à ce titre, on a complètement transformé notre centre de service client, qui est devenu un vrai point de vente aujourd'hui. On peut constituer toute sa cuisine ou son dressing à distance depuis chez soi, mais avec un collaborateur, donc une expérience finalement avec un être humain de l'autre côté. Donc on voit que c'est quand même intéressant, ce système qui se développe où on gomme un petit peu ces frontières entre les canaux. D'accord, donc on gomme les frontières. On voit aussi que l'humain a une part très importante. Je pense que l'aspect RSE aussi est aussi très présent dans dans le développement de votre logistique omnicanal. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, on est devant un constat qui est assez simple. On développe énormément les ventes en ligne et donc on développe aussi le nombre de livraisons. On envoie de plus en plus de camionnettes sur les routes et donc, quand on veut réduire son impact sur l'environnement et qu'on est face à ce développement, il faut trouver des solutions. Alors, 2 exemples peut-être dans ce domaine qui concernent la mobilité, logistique et services. On a l'ambition de livrer nos clients avec des moyens donc 0 émission d'ici 2025. Et pour ça veut dire changer complètement la flotte de véhicules, passer sur de l'électrique. Donc, ce sont quand même des investissements de millions d'euros sur les bornes de recharge pour nos transporteurs. Nos transporteurs sont en train de changer leur flotte. Donc ça, c'est l'ambition 2025. Ensuite, un deuxième exemple de décarbonation, on va dire, du transport, c'est ce qu'on a démarré il y a quelques semaines à Paris. On livre maintenant nos clients par la Seine avec un modèle de livraison à la fois fluvial et dernier kilomètre en véhicule électrique. Et ça nous permet déjà de décongestionner les routes. C'est 300 000 kilomètres de camions en moins sur les routes par an sur l'Île-de-France. Et c'est beaucoup plus de fiabilité parce qu'en arrivant par la Seine, une fois par jour, en fait, on a toutes nos commandes qui arrivent en même temps et on est beaucoup plus fiable sur la livraison client. Vous vous occupez également de la stratégie et du développement. Quels sont les projets? Alors, sur les projets assez passionnants que nous sommes en train de mener, je dirais, je vais parler un petit peu de l'expansion et puis ensuite, je reviendrai sur la RSE. Sur l'expansion, on voit toujours, comme je disais tout à l'heure, on voit beaucoup d'intérêt de se rapprocher des clients là où ils sont. On investit encore massivement sur le commerce physique. On a ouvert il y a quelques mois un grand magasin à Nice, par exemple, sur le modèle standard, 24 000 m² de surface commerciale. On va ouvrir le 13 avril un magasin dans Paris, sur le boulevard Doménil, une surface de 750 m² où on peut accueillir les clients pour tout ce qui est conception de cuisine, dressing, salle de bain, achat complexe, on va dire. Et ça, c'est donc important de se rapprocher des Parisiens et des consommateurs là où ils vivent, là où ils travaillent.
Et puis, on a aussi un investissement très important. Le groupe vient d'investir dans le rachat du centre commercial Italie 2, où nous développons un projet de transfert du magasin de la Madeleine vers ce site. Alors pourquoi ? Parce que ce site va répondre encore plus à la demande de nos clients, à savoir plus de produits disponibles sur place. On a plus d'espace. On a aussi des espaces logistiques qui vont nous permettre d'avoir plus de meubles à emporter. Il y a des parkings. Et puis, évidemment, pour nos collaborateurs, beaucoup plus de facilité d'opération logistique. Et puis, chez Ikea, on a cette stratégie d'être propriétaire des murs dans lesquels on exploite nos activités. Donc, ce sera le cas aussi sur ce site. Donc, ça, c'est vraiment important pour nous de continuer d'avoir ce maillage, en fait, et de nous rapprocher encore plus des consommateurs. Et d'être toujours dans votre ADN aussi, si je comprends bien. Oui, voilà. L'accessibilité, c'est une des routes stratégiques du groupe. Ça a commencé par ces magasins de périphérie et puis maintenant, on affine, on teste, on a plusieurs formats différents selon les endroits. Ça nous permet vraiment d'être plus proche des consommateurs. Un autre projet passionnant autour de la RSE, je vais parler un petit peu de la seconde vie parce qu'on voit que c'est un secteur qui est en plein essor. C'est une vraie réponse à l'inflation et notamment à la pression des ménages sur le pouvoir d'achat. Alors, c'est pas nouveau chez Ikea, puisque depuis 40 ans qu'on a des magasins en France, on a des espaces de revente de produits déclassés. Cet espace dans nos magasins, c'est appelé successivement la Bonne Trouvaille, le Bon Filon. On les a rebaptisés l'espace seconde vie. Et depuis 2014, on rachète les produits Ikea auprès de nos clients. Donc, on dit aux clients, voilà, si vous voulez changer votre produit, si vous en avez marre de votre produit, peu importe l'âge qu'il a, vous nous le rapportez et nous, on va vous le reprendre. Et ensuite, on va le revendre dans cet espace seconde vie, au même prix qu'on vous l'a racheté, et ce qui peut effectivement être une bonne affaire pour un autre consommateur. On voit que c'est un secteur qui se développe et là aussi, on voit qu'on a le commerce physique, là, ce que je viens de dire. On a basculé aussi sur le modèle digital, puisque maintenant, on peut faire estimer son produit en ligne avant de venir en magasin. On peut aussi réserver des produits qui sont en vente dans ces espaces. Donc, c'est encore combiner ces différents canaux, y compris pour la seconde vie. C'est un sujet qui est extrêmement important, la seconde vie. On voit que c'est en plein boom et c'est vraiment intéressant de voir comment les retailers adressent ce marché-là. Et moi, j'ai une toute dernière question pour vous. J'aimerais savoir où vous trouvez de l'inspiration au quotidien. Alors, l'inspiration, j'ai envie de répondre avec 2 éléments de réponse. Il y a ce que je fais et comment je le fais. Et je trouve de l'inspiration autour de ces 2 axes. Ce que je fais déjà, donc je pense que on voit que l'évolution extrêmement rapide des choses autour de nous incite à aller très vite, à tester des choses, à chercher des nouvelles voies. Et je pense que c'est dans ces moments un petit peu complexes qu'on trouve les meilleures idées. Il faut être créatif. Ça, c'est un vrai moteur pour moi. Voilà, cette recherche constante de nouvelles façons de faire, ça me nourrit vraiment au quotidien. Ça, c'est ce que je fais. Et comment je le fais ? Et là, je pense que c'est presque l'élément majeur. Mon inspiration, je la trouve auprès de mes équipes parce que j'adore la puissance du collectif. J'aime voir comment on peut additionner les forces, comment on peut aussi accepter la vulnérabilité, ne pas savoir, faire des erreurs, mais cette notion de collectif pour délivrer ces projets passionnants, je pense que c'est vraiment ça qui me nourrit au quotidien. Bien, merci beaucoup pour ce partage d'expérience. J'ai vraiment été ravie d'échanger avec vous pour cette nouvelle saison des Voix du e-commerce. Merci Claire. Alors, si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à mettre une note iTunes, Spotify, Deezer, vous abonner et tout simplement le partager. Cela nous aide à gagner en visibilité. Cela aide aussi d'autres professionnels du e-commerce curieux et passionnés comme vous à découvrir le podcast Les Voix du e-commerce réalisé pour le salon Paris Retail Week qui se déroulera, je le rappelle, du 19 au 21 septembre 2023.